Et pour aujourd'hui, je vous ai réservé quelque chose qui va vous choquer. C'est une étude de John Calhoun. Calhoun, ça s'écrit C-A-L-H-O-U-N. Vous pourrez aller le retrouver. Et pour ce faire, j'ai décidé d'aller chercher ce que ChatGPT disait sur John Calhoun. Alors voilà, je vais vous lire ce qu'il dit ChatGPT. À un certain moment, je vais m'arrêter pour expliquer ce que ça veut dire. Alors, qui est John Calhoun? John B. Calhoun, 1917 à 1995, était un éthologue et psychologue américain. Un éthologue, c'est quelqu'un qui étudie le comportement des animaux, aussi bien en liberté qu'en confinement, dans les deux situations. Connu pour ses travaux sur les effets de la surcharge sociale et de la surpopulation sur le comportement des mammifères. Alors, le contexte de ces expériences. Alors, c'est très intéressant de rentrer là-dedans. Permettez-moi de vous dire où il en est par rapport à ça. C'est parce que aujourd'hui, moi j'ai du mal à croire, beaucoup de gens ont du mal à croire à des tas d'études scientifiques, parce qu'aujourd'hui, qui finance les études est plus important que qui les fait. Parce que les gens qui financent des études scientifiques veulent certains résultats. Et donc, le résultat est décidé même avant l'étude. On va chercher quelque chose. C'est ce qu'on appelle une méta-étude. À l'époque, il y avait encore une certaine honnêteté intellectuelle, et c'est là où on va voir que John B. Calhoun, qui a fait des recherches là-dedans, qui était lui-même un behavioriste, c'est-à-dire qu'il épousait les théories de B.F. Skinner, sur le comportement humain, qui ensuite a été utilisé pour manipuler, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et au départ, il avait fait son étude dans le but de prouver les effets sur certains animaux, notamment des rats et des souris, sur leur comportement en huis clos. C'était une grande tendance chez les behavioristes. Ils voulaient démontrer les méfaits d'un urbanisme exacerbé où tout le monde se retrouvait en train de vivre les uns sur les autres et tous les effets néfastes là-dessus. Mais John Calhoun a eu l'intelligence de regarder toutes ces études et d'en tirer d'autres conclusions que seulement celles-là au niveau des facteurs confondants. Et puis moi, j'aimerais bien que vous réfléchissiez en écoutant tout ce qu'il dit aux phénomènes qui existent aujourd'hui. Je continue avec le résumé de ChatGPT. Le contexte de ses expériences. Dans les années 1950 à 1970, il avait commencé réellement en 1947, à l'âge de 30 ans. Calhoun met en place plusieurs expériences sur les rats et les souris, dans des environnements appelés univers. Le plus célèbre étant Universe 25, Univers 25, où les animaux disposent de nourriture, d'eau, de soins en abondance, sans aucune menace extérieure, sans prédateur, sans quelqu'un qui risquerait de leur faire du mal. Donc, la seule variable dans ce cas-là, c'était la densité de la population. Alors, après, il a fait quelque chose qui était le concept du behavioral sink, qu'on traduit en français par cloaque comportementale. Mais littéralement, behavioral, c'est le comportement, et le sink, c'est un évier dans lequel on met des tas de saletés, etc., etc. Donc, on met tout dedans, quoi. C'est pas quelque chose qui est préorganisé. Alors, lorsque la population atteint un certain seuil, et il est en train de parler de ces populations sur les rats et les souris, il observe l'émergence de ce qu'il nomme le cloaque comportemental. Un effondrement, écoutez bien, un effondrement social et psychologique marqué par des comportements anormaux, destructeurs et autosaboteurs. Alors, ça, c'était sur une concentration à une certaine époque sur des rats et des souris sur lesquels on peut faire ça. Mais on peut voir le même genre de comportement se passer au fil des années chez l'homme. Au cours des 60 dernières années, on a pu le voir depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a eu un certain type de comportement, la révolution sexuelle, et puis ensuite une diminution des taux de natalité, etc., etc. Et c'est pas la première fois que ça arrive. À l'époque de la fin de l'Empire romain, le même genre de choses arrivait. Alors, qu'est-ce qu'il a vu dans ses expériences? Symptômes observés chez les rongeurs. 1. Violence accrue. Agressivité injustifiée. Combat fréquent. Non, ça c'est les résultats de l'étude de John Calhoun. Je ne suis pas en train de parler là du journal de 20 heures
dans vos banlieues préférées. Hein? C'est les résultats de John Calhoun. Ensuite, hypersexualité. On peut parler des années 60-70, mais bon, c'est à vous de conclure. Hein? Puis, perte d'intérêt sexuel. Je ne sais pas s'il a parlé du mouvement MeToo chez les rongeurs. Non, je plaisante. Comportement sexuel déréglé, puis refus de se reproduire. Alors regardez, les rongeurs, ils ont tout. Ils ont de la bouffe, ils ont à boire, ils ont tout un confort, il n'y a personne qui va leur tomber dessus. Et d'un seul coup, il y a une perte de sens. Ensuite, négligence parentale. Les mères abandonnent ou attaquent leurs petits. Même, il y a eu de nombreux cas de cannibalisme. Alors qu'elles avaient tout. Comportements antisociaux. Isolement. Errance. Apathie. Aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit des pilules pour les dépressions, des choses comme ça. Et après, ça devient de plus en plus intéressant. Surgénération des mâles, des masculins, hein, chez les rats, chez les souris, beaux. Des individus passifs, obsédés par leur apparence, sans aucun rôle reproducteur ou social. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça? Quelque part, des gens qui vont faire du drag queen ou d'autres choses, etc., où ce qui est important, c'est le paraître. Numéro 6. Effondrement total de la reproduction. Malgré les ressources abondantes, malgré la bouffe, malgré l'eau, malgré tout ceci, etc., sans prédateurs, la population s'éteint. Alors, la fin, l'extinction malgré l'abondance. Au pic de population, les comportements déviants, c'est-à-dire pervers, se généralisent, jusqu'à ce que la reproduction cesse définitivement. Le groupe s'éteint sans prédation ni famine, uniquement par effondrement comportemental et social. Vous allez me dire, mais oui, mais nous ne sommes pas des rongeurs. C'est vrai, et je vais revenir là-dessus. Ce que Calhoun voulait démontrer, son but n'était pas de dire que l'humanité est condamnée, mais d'alerter sur les dangers de la perte de structure sociale, de rôle clair et de sens dans une société d'abondance. Il voyait dans ses expériences une métaphore des sociétés modernes où les liens communautaires se dissolvent et où le confort matériel ne suffit pas à maintenir la cohésion ou la vitalité. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas de raison d'être, de raison de se battre, de raison de construire, de raison de se sauvegarder, etc., on abandonne qui nous sommes. En conclusion, le cloaque comportemental, je continue à vous lire ça, de Calhoun, est une image puissante de la décadence civilisationnelle. Quand les besoins matériels sont satisfaits, mais que les besoins existentiels, sociaux et spirituels sont ignorés. Une société peut littéralement s'autodétruire. Est-ce que ça n'est pas un des plus grands dangers qui existent pour nous aujourd'hui? Mais la différence est la suivante. Entre nous, êtres humains, et les rongeurs, les souris et les rats, c'est que les rats et les souris n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme. Parfois, je vais utiliser le terme âme pour conscience et le terme conscience pour âme. Hein. On peut les intermêler. C'est une conscience de qui nous sommes, de l'essentiel, de ce que nous représentons. Et quand on a une âme, une conscience, on cherche à se construire une raison d'être. Viktor Frankl, dans son livre Man's Search for Meaning, parlait de la quête au sens chez l'homme. C'est quelque chose de fondamental. Et de se battre. Et pour lui, il a découvert, alors qu'il était dans les pires des conditions, il était à Auschwitz. Et c'est là où il a découvert du sens à sa vie.
Et c'est là où il a érigé toute sa théorie psychologique qui est la logothérapie chez lui. Et c'est souvent des gens, quand ils sont dans des situations très difficiles, qu'ils vont découvrir des choses immenses. Rarement, ça sera quand on donne tout à quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas besoin de se battre, pourquoi ferait-il certaines choses? Il va seulement chercher à défendre ses avantages acquis. Mais il n'y en a jamais assez. Quand il y a eu 2 semaines de vacances, il a fallu que ça soit 4 semaines. Quand il y a eu 4 semaines, il fallait que ça soit 5 semaines. Quand il y a eu 5 semaines, il fallait que ça soit 6 semaines. Plus d'autres congés payés à travers l'année. Et quand les congés payés n'étaient pas suffisants, il fallait faire des ponts. C'est-à-dire les gens vont chercher à travailler de moins en moins pour partir en week-end. Et c'est quoi partir en week-end? C'est s'isoler. C'est sortir de son rôle dans la société tel qu'il est et de chercher à s'isoler. Parce que la plupart du temps, les gens vont partir en week-end, ils vont avoir une maison de campagne, ils vont arriver là-bas, ils ne vont rien faire. Dans certains cas, ils vont peut-être bricoler un peu de ça. Mais souvent, ils vont consommer. Et la consommation ne peut pas remplacer la raison d'être. Parce qu'on peut consommer tout dans la société, y compris notre temps. Être une société de consommation n'est pas être une société de production. Un des méfaits de la société du service dont je parlais tout à l'heure, qui avait été créée aujourd'hui dans la séquence précédente, c'est qu'elle a créé une société de consommation et pas une société de production. Là, dans l'étude de Carl Jung, chez les rongeurs, il n'y avait plus rien qui se faisait. Il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout leur était donné. Et il s'est avéré que c'est une condamnation. Alors nous, qui avons conscience et âme, il est peut-être temps de nous réveiller et d'arrêter de fonctionner comme des rongeurs, qui exigent seulement des tas de choses de la société, parce qu'on y a droit, parce que c'est des avantages acquis. C'est des tas de choses où on nous a lavé le cerveau avec des mots pour nous rendre à l'aise par rapport à tout ceci. Il y a des tas de cas où il y a des gens qui perdent un sens à leur vie. Vous savez, beaucoup de gens qui ont travaillé toute leur vie, pas tous, mais un très grand nombre, quand ils arrêtent de travailler, ils meurent dans l'année qui suit. Parce que pour beaucoup de gens, il n'y a plus de sens à la vie. Avant, d'accord, ils travaillaient pour quelqu'un d'autre, etc., mais ils avaient l'impression de faire quelque chose, de contribuer à la société, d'amener quelque chose d'enrichissement à tous les gens autour d'eux. Mais pour ça, on a besoin d'aller au fin fond de notre âme et de découvrir notre raison d'être. Sinon, on sera condamné au sort des rongeurs qui se sont autodétruits. N'oubliez pas à vous abonner, à liker. C'est la meilleure façon de nous aider parce que nous considérons que nous avons beaucoup de choses à apporter aux gens pour prendre conscience de ceci. Et n'oubliez pas de nous retrouver de nouveau demain à 19h. Et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 19h, où nous allons aborder des faits d'actualité, ensuite des grands principes et des grandes valeurs, et ensuite une illustration à partir d'articles ou de choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas non plus à nous envoyer des commentaires sur ce que vous avez vu aujourd'hui, parce que c'est très important pour nous d'avoir du feedback de votre part. Merci.